Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission Power Boost. Alors cette semaine, bien sûr, vous allez retrouver des nouveautés, des actus et on va aussi se poser la question de l'impact de la taille d'une exploitation sur la capacité à négocier avec ses fournisseurs. Top départ pour cette nouvelle émission Power Boost. Alors je profite de ce début d'épisode pour rappeler que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, consommer avec modération et surtout consommer français, nom de Dieu, car la filière viticole française ne se porte pas au mieux. Pourquoi et comment se sortir de ce mauvais pas? On va voir ça dans quelques instants. Et c'est dans la Provence verte qu'on retrouvera Jean-Paul. Il a trouvé un domaine avec une philosophie qui convient bien aux consommateurs français. Et comme tous les projets ambitieux, parfois ça paye, mais il faut gérer aussi avec quelques complications. Sinon, c'est pas très marrant. Et les fans de technologie ne seront pas en reste. Notre rubrique Le Mac de la robotique agricole, en partenariat avec Robagri, risque de vous intéresser. On envoie tout ça juste après une bonne dose de news. Alors enjoy tout ça. Vous en avez forcément entendu parler. Depuis lundi 15 avril 2024, les propriétaires d'un 2 roues doivent se soumettre à un contrôle technique obligatoire. Mais les quads sont-ils eux aussi concernés ? Eh bien la réponse est oui. Selon l'arrêté du 24 décembre 2023, les quads passeront aussi par la case contrôle technique. Il faut donc prévoir un coût compris entre 60 et 70 € tous les 5 ans à partir d'une première immatriculation, puis tous les 3 ans. C'est au cœur de la Provence verte, sur le domaine de la Bastide de Faves, que Jean-Paul s'est rendu cette semaine. Il va à la rencontre de Benoît Fil, l'un des maîtres des lieux, et le temps qu'ils se rencontrent et échangent, on s'est dit que c'était le bon moment pour faire un point sur les difficultés que rencontre la filière vin actuellement en France. C'est parti. Alors, dans quelle mesure le vin français est-il en tension? En France, la consommation de vin a diminué de 70% depuis 60 ans. Le vin rouge traditionnel a été particulièrement impacté. Et c'est logiquement qu'on retrouve dans les régions les plus touchées, respectivement le bassin bordelais, la vallée du Rhône et l'Occitanie. Alors, comment sortir de la crise ? Le recalibrage de la production afin de permettre le repositionnement des produits est une piste. Aujourd'hui, la filière est prête à réduire de 13% la surface du vignoble français. Un motif d'espoir est également l'essor de la vente en direct aux consommateurs, avec la possibilité d'échanger, de raconter l'histoire de son produit, notamment sur les salons où les fréquentations ont augmenté de 10% ces dernières années. Enfin, il reste de nombreux marchés à conquérir, comme l'Afrique ou encore l'Asie. En Inde, par exemple, la consommation devrait bondir de 30% à horizon 2027. Les exportations françaises de vin, qui ont diminué de presque 10% en volume en 2023, doivent en profiter. Alors, est-ce que Benoît Fil a constaté et a été impacté par tous ces problèmes? Nous allons le voir, mais tout d'abord, on va faire un point sur son modèle économique. En effet, il n'a pas toujours été viticulteur, il n'est installé que depuis 2017 et il propose un modèle original. Salut Benoît. Bonjour. Alors c'est intéressant parce qu'aujourd'hui on est à 7 ans à peu près depuis ton installation. Alors est-ce que tu peux déjà caractériser ton domaine ? Donc mon domaine, on est sur plutôt un petit domaine familial. On a démarré avec 8 hectares, aujourd'hui on en a 14, donc ça reste quand même une dimension assez humaine. On a lancé la conversion bio en 2019, on est certifié depuis 2022 et on essaie de travailler vraiment avec tous les principes de l'agroécologie, voire même un peu d'agroforesterie. On essaie vraiment de rester sur cette dimension humaine, cette notion de respect de la nature, de l'environnement et pour autant essayer de produire le vin de la meilleure qualité qui soit. Parce que ton schéma, toi, c'est pas d'avoir énormément d'hectares, peut-être une quinzaine, pas plus ? Oui, voilà, nous aujourd'hui on a 14 hectares. Le but c'est de monter à 15-20 maximum pour rester vraiment sur cette dimension d'exploitation familiale. Aujourd'hui on gère tout avec mon épouse. Le but c'est éventuellement de s'étoffer avec 1 ou 2 salariés en plus, mais c'est pas de monter une entreprise, une multinationale, quoi. Alors, vous faites du très bon vin, je peux en témoigner. Vous le vendez directement et ça prend du temps.
Ça prend énormément de temps. En fait, quand on s'est installé, la première chose qu'on s'est rendu compte, c'est effectivement que la partie commerciale de vendre le vin, c'est un métier à part entière. Donc on aimerait bien être tout le temps dans la vigne, et en même temps, il faut bien se déplacer aussi pour rencontrer nos consommateurs, aller sur les marchés, rencontrer nos clients, pour effectivement vendre le vin, puisque c'est quand même le nerf de la guerre. Enfin, on peut faire un excellent vin, si on ne le vend pas derrière, ça ne marche pas. Une approche qui semble intéressante, résiliente, mais qui n'a pas que des bons côtés. Et ça, on va le détailler un petit peu plus tard. En attendant, on s'accorde une petite pause aux accents robotiques. Un robot, comme toute machine agricole, c'est un investissement. Et tout investissement se réfléchit. Mais quels paramètres prendre en compte sur ces technologies encore toutes récentes? On fait le point sur la démarche à suivre pour optimiser la rentabilité de ces machines. Déjà, ça va dépendre du type de robot, de son utilisation et aussi de son prix. Donc si on donne les 3 peut-être grandes catégories de robots, vous allez avoir des robots porte-outils. Après, vous allez avoir les robots monotâches pour des actions bien spécifiques. Puis après, vous avez les plus petits robots ou aussi ceux qui vont être utilisés en essaim. Pour les robots porte-outils, donc on va pouvoir apparenter quelque part à un tracteur. On est en fait bien plus cher qu'un tracteur. Pour le tracteur, on va compter aujourd'hui 1 000 € par cheval. Contre, pour les robots porte-outils, presque 3 000, soit 3 fois plus. Alors au vu aujourd'hui du prix des technologies, donc pour ces robots porte-outils, on ne va pas semer du blé avec, on va plutôt aller l'utiliser sur des cultures à haute valeur ajoutée. A noter que même pour les robots plus spécialisés, il reste recommandé de travailler sur des cultures à haute valeur ajoutée pour assurer une bonne rentabilité. Le deuxième indicateur à prendre en compte, c'est le volume d'utilisation annuel. Le calcul, il est assez simple. Plus le robot va travailler, donc va réaliser d'hectares ou d'heures, plus intéressant sera le coût de revient. Pour des grandes exploitations, ils pourront rentabiliser plus rapidement le robot parce qu'ils auront les surfaces nécessaires. Par contre, pour les plus petites et moyennes exploitations, l'une des solutions serait de mutualiser l'achat du robot via par exemple l'Acuma. Mais il y a quand même certaines conditions. Déjà de ne pas être trop nombreux, donc je dirais 3-4 agriculteurs pour partager le robot. Et ce qui est important, c'est que ces agriculteurs soient dans une zone géographique proche, puisque pour le robot, on va devoir le déplacer d'une parcelle à l'autre et d'un agriculteur à l'autre. En conclusion, notons qu'il faudra encore un peu de recul quant à l'utilisation de ces robots et des meilleures conditions pour les rentabiliser sans difficulté. Mais le sujet est à l'étude, notamment chez le réseau Cuma, qui planche sur un cahier des charges sur l'utilisation d'un robot en collectif. Si on réfléchit bien au domaine de la bastide de fave, on a toutes les bonnes cartes en main, une taille modeste, des pratiques agroécologiques et une conversion en bio pour répondre aux demandes sociétales, et même un point de vente direct. Mais tout n'est pas si rose, il reste des freins à lever pour ce modèle. Alors les freins que je vois au niveau de l'embauche de personnel, on voit que nous on est en phase de développement, on a besoin de se renforcer et en même temps on n'est pas encore en capacité financière de vraiment embaucher une personne à temps plein et du coup c'est quand même des choses qui sont un peu compliquées. Après forcément là depuis ces années on a quand même une explosion des coûts des matières premières à la fois pour tout ce qui est intrant du vignoble mais également pour tout ce qui est fourniture de matières sèches pour le vin, pour les bouteilles. Donc ça c'est vraiment un frein puisqu'on n'a pas pu répercuter l'ensemble de ces coûts après nous auprès de nos consommateurs bien évidemment qui ne sont pas prêts à avoir des augmentations de prix qui soient si énormes. Alors tu dis, nous on a fait le choix d'un petit modèle ou d'un modèle pour rester à taille humaine on va dire, mais en pratique c'est vraiment pas facile parce qu'on n'arrive pas à négocier. En pratique, effectivement, nous on y croit vraiment à ce modèle d'exploitation familiale, mais effectivement on est tout petit vis-à-vis de nos fournisseurs, on n'a pas de capacité à négocier vu la taille de nos fournisseurs, et donc voilà, pour tout ce qui est négociation de prix sur tout ce qui est les intrants ou les bouteilles, les matières sèches, c'est extrêmement compliqué. Alors si le ministre de l'Agriculture nous écoute, si les décideurs nous écoutent, qu'est-ce que tu penses qu'il faudrait leur demander pour faire justement que ce modèle puisse vivre ?
Peut-être reprendre ce qui a été fait sur les produits phytosanitaires, où justement sur les produits phytosanitaires, les fournisseurs n'ont pas le droit de distinguer les gros des petits fournisseurs. Je pense que ça pourrait être bien que dans une certaine mesure, on puisse bénéficier tous, j'allais dire, d'une même gamme de prix, en tout cas de ne pas avoir des écarts qui soient trop importants. Parce que sinon, c'est vrai que nous, c'est un peu la double peine. À la fois, on est petit, on ne peut pas faire d'économie d'échelle, et en plus, on paye nos fournisseurs beaucoup plus cher. Merci beaucoup et puis bonne chance. Merci. Voilà, j'espère que cette émission Power Boost vous a plu. Je vous retrouve bien sûr la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Mais d'ici là, n'oubliez pas que chaque jour, vous pouvez nous retrouver sur notre chaîne YouTube. Et puis bien sûr, vous abonner à notre page Instagram. Je vous souhaite une excellente semaine.